Si l'on observait Paris Bennett ce soir-là, rien ne semblait le distinguer d'un adolescent ordinaire de 13 ans. Pourtant, derrière son calme apparent, il cachait déjà un secret qui allait bouleverser plusieurs vies à jamais. Lorsqu'il contacte les services d'urgence, il explique que sa petite sœur de 4 ans, Ella, est inconsciente. L'opératrice tente de le guider, persuadée que chaque seconde compte. Elle insiste pour qu'il pratique immédiatement un massage cardiaque afin de donner une chance à l'enfant de survivre. Mais il ne coopère pas réellement. La vérité est bien plus sombre. En réalité, le garçon ne cherche pas à sauver sa sœur. Pendant que l'opératrice lutte contre le temps, lui dissimule déjà ce qui s'est véritablement produit dans cette maison. Tout avait pourtant commencé comme une journée ordinaire. 5 heures plus tôt, Ella Bennett menait une vie paisible auprès de son grand frère et de leur mère célibataire, Charity Bennett. Les deux enfants étaient extrêmement proches. Paris occupait naturellement un rôle protecteur auprès de sa petite sœur, veillant souvent sur elle et lui accordant une attention constante. De son côté, Ella vouait une admiration sans limite à son frère et lui faisait entièrement confiance. Rien ne semblait pouvoir briser ce lien. Pourtant, dans la soirée du 4 février 2007, tout bascule. La babysitter quitte le domicile plus tôt que prévu alors que Charity travaille encore. Paris, âgé de 13 ans, reste seul avec Ella, 4 ans. Quelques heures plus tard, à 23h42, un appel d'urgence déclenche l'intervention de la police et des secours. Le pire est déjà arrivé. Pendant que les équipes convergent vers la maison, l'opératrice finit par convaincre Paris de commencer un massage cardiaque. Au téléphone, tout laisse croire qu'il suit ses instructions. Pourtant, lorsqu'ils arriveront sur place, les enquêteurs comprendront rapidement que ces gestes n'ont jamais réellement été effectués. L'adolescent faisait seulement semblant. Pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, il faut remonter plusieurs années en arrière. Nous sommes en 1999 à Abilene, au Texas. Charity Lee Bennett élève seule son fils de 6 ans. Dès son plus jeune âge, Paris impressionne son entourage par ses capacités intellectuelles exceptionnelles. Son quotient intellectuel est évalué à 141. À l'école, il excelle dans presque toutes les matières et bénéficie de l'estime de ses professeurs comme de ses camarades. Aux yeux de tous, il incarne l'enfant modèle. Mais la vie de Charity n'a jamais été simple. Avant même la naissance de Paris, le père de l'enfant traverse une grave crise psychologique qui le laisse incapable d'assumer son rôle. Encore enceinte, Charity comprend qu'elle devra élever son fils seule, sans véritable soutien familial. Elle refuse pourtant de renoncer. Malgré les difficultés, elle consacre toute son énergie à offrir à son enfant un foyer stable et rempli d'affection. Les années passent et leur relation devient extrêmement forte. Mère et fils semblent avancer ensemble contre toutes les épreuves. Puis un nouvel événement transforme leur quotidien. 4 ans plus tard, la famille s'agrandit avec la naissance d'une petite fille, Ella Bennett. Lorsque Paris prend sa sœur dans ses bras pour la première fois, son visage s'illumine. Charity découvre un garçon émerveillé, profondément heureux d'accueillir ce nouveau membre de la famille. Ce moment paraît fondateur. En grandissant, les différences entre les deux enfants deviennent évidentes. Ella est vive, sociable et déborde d'énergie. Sa personnalité illumine naturellement chaque pièce où elle entre. Paris, lui, est beaucoup plus réservé. Il préfère la lecture, le dessin et les activités solitaires. Pourtant, leurs différences les rapprochent. Paris assume pleinement son rôle de grand frère. Il veille sur Ella avec beaucoup d'attention et prend plaisir à la guider dans son quotidien. La petite fille cherche constamment à l'imiter, jusque dans le choix de ses vêtements, persuadée que son frère ne peut jamais se tromper. À première vue, cette famille ressemble à tant d'autres. Mais derrière cette image rassurante, un drame est déjà en marche. Élever 2 enfants seuls représente un défi permanent pour Charity Bennett. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle cumule 2 emplois comme serveuse. Les journées sont longues, les fins de mois difficiles, mais une seule priorité guide chacune de ses décisions: offrir à Paris et Ella la meilleure vie possible. Chaque instant libre leur est consacré. Malgré son emploi du temps chargé, Charity reste une mère profondément présente. Les 2 enfants grandissent dans un foyer modeste, mais rempli d'attention et d'affection. Rien ne semble annoncer que cet équilibre fragile est sur le point de s'effondrer. Puis arrive le 4 février 2007. Ce dimanche correspond au Super Bowl, l'un des événements sportifs les plus suivis aux États-Unis. Pour le bar où travaille Charity, c'est une soirée exceptionnelle. L'établissement est bondé et tout le personnel était mobilisé. Afin de pouvoir assurer son service, elle confie Paris, désormais âgé de 13 ans, et Ella, 4 ans, à une babysitter. La soirée paraît ordinaire. Pendant que Charity enchaîne les heures de travail, elle ignore qu'à plusieurs kilomètres de là, un drame est déjà en train de se jouer dans sa propre maison. Peu avant minuit, des policiers franchissent les portes du bar.
Il demande immédiatement à parler à Charity. Sans donner de véritables explications, il l'emmène à l'écart avant de lui annoncer que sa fille a été gravement blessée. Le monde s'arrête. Sous le choc, Charity supplie les policiers de la conduire immédiatement auprès d'Ella. Escortée jusqu'à son domicile, elle tente encore de croire qu'il ne s'agit que d'un accident. Pourtant, durant tout le trajet, le silence pesant des agents laisse présager une réalité bien plus terrible. Personne n'ose prononcer les mots. Lorsqu'ils arrivent enfin dans son quartier, Charity découvre une scène qu'elle n'oubliera jamais. Sa maison est entourée de rubans de sécurité. Des véhicules de police occupent toute la rue. Les gyrophares éclairent à la nuit, tandis que des voisins et des journalistes se rassemblent déjà autour de la propriété. À cet instant, elle comprend que tout a basculé. Incapable de supporter plus longtemps cette attente, Charity exige enfin de connaître la vérité. Les policiers lui annoncent alors qu'Ella est morte. Sa vie vient de voler en éclats. Quelques instants plus tard, elle aperçoit le corps de sa fille quitter la maison dans une housse mortuaire. Le visage de la fillette est encore visible. Des traces de sang apparaissent autour de sa bouche. Cette vision provoque chez Charity un effondrement total. Submergée par la culpabilité et le chagrin, elle ne cesse de penser qu'elle aurait dû être présente auprès de ses enfants. La douleur est indescriptible. Après avoir vu partir le corps d'Ella, une seule question obsède désormais Charity. Où se trouve Paris? Les enquêteurs lui apprennent que son fils est vivant et qu'il attend déjà au commissariat. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, elle ressent un immense soulagement. Mais ce soulagement ne dure qu'un instant. En montant dans la voiture de police qui la conduit vers le commissariat, Charity est envahie par un sentiment étrange. Quelque chose lui semble terriblement familier. Sans encore pouvoir l'expliquer, elle a l'impression qu'une tragédie ancienne est en train de se répéter. Cette impression ne doit rien au hasard. Près de 30 ans auparavant, alors qu'elle n'était qu'une enfant, sa propre famille avait déjà été détruite par un meurtre. Un événement qui allait marquer toute son existence et dont les conséquences continueraient à la poursuivre jusque dans cette nuit de février 2007. Pour comprendre ce que Charity ressent cette nuit-là, il faut remonter jusqu'en 1980, dans le comté de Cobb, en Géorgie. À cette époque, elle n'a que 6 ans. Ses parents, James et Kyla, dirigent une entreprise de transport routier particulièrement prospère. En apparence, la famille mène une vie confortable. Pourtant, derrière cette réussite, le couple traverse une crise profonde. Les disputes se multiplient jusqu'à conduire au divorce, laissant leur fille au cœur d'un conflit qui la dépasse. Puis survient un retournement inattendu. Le 9 mars 1980, James et Kyla décident de se remarier lors d'une cérémonie organisée à Las Vegas. Pendant un court instant, Charity croit que sa famille va enfin retrouver un semblant de stabilité. Cet espoir ne dure que quelques jours. Le 11 mars 1980, moins de 3 jours après ce mariage, James est retrouvé mort dans la maison familiale. Il a été atteint par plusieurs tirs mortels. Les enquêteurs comprennent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage ni d'un acte impulsif, mais d'un homicide délibéré. L'enquête prend rapidement une direction inattendue. Les soupçons se portent presque aussitôt sur Kyla. Son retour dans le testament de James, juste après leur remariage, attire particulièrement l'attention des enquêteurs. En cas de décès de son mari, elle hérite désormais de l'entreprise familiale et d'une fortune considérable. Le mobile paraît évident. Au fil de l'enquête, d'autres hypothèses émergent. Certains évoquent un possible règlement de compte lié au monde des affaires. D'autres affirment que Kyla aurait cherché à faire exécuter son mari contre une importante somme d'argent. Les enquêteurs l'interrogent longuement. Elle reconnaît s'être renseignée sur une telle possibilité, mais affirme qu'il ne s'agissait que de simples questions sans intention criminelle. Aucune preuve décisive n'est découverte. Après plusieurs mois d'enquête, Kyla est traduite devant la justice. Pendant 11 jours, les jurés examinent les témoignages et les éléments présentés par l'accusation. Finalement, les preuves sont jugées insuffisantes et le verdict tombe non coupable. L'affaire reste sans réponse. Le véritable auteur du meurtre n'est jamais identifié et l'arme utilisée ne sera jamais retrouvée. Kyla reprend alors le contrôle de l'entreprise familiale et poursuit sa vie en élevant seule Charity. Mais le passé refuse de disparaître. En grandissant, Charity doit vivre avec les rumeurs qui entourent sa mère. Beaucoup de personnes restent convaincues que Kyla est responsable de la mort de son mari. À l'école, cette réputation poursuit constamment la jeune fille. Les remarques blessantes deviennent une réalité quotidienne, renforçant un profond sentiment d'isolement. Une blessure invisible grandit en silence. À la maison, Charity ne trouve pas davantage le réconfort qu'elle espère. Sa relation avec sa mère se dégrade progressivement. Entre les excès, les addictions et les responsabilités liées à l'entreprise familiale, Kyla semble de plus en plus absente de la vie de sa fille. Malgré tout,
Elle continue de nier toute implication dans le meurtre de James. Qu'elle dise la vérité ou non, le mal est déjà fait. Le poids des soupçons, la perte de son père et les années de solitude façonnent profondément l'enfance de Charity. Sans qu'elle le sache encore, cette tragédie familiale fera écho, des décennies plus tard, à celle qui vient de frapper sa propre maison. Les années passent, mais les blessures de Charity ne disparaissent jamais vraiment. Malgré les épreuves, elle refuse de laisser son passé définir son avenir. Elle se consacre à ses études et obtient son diplôme avec mention. Pourtant, derrière cette réussite, une souffrance silencieuse continue de grandir. Personne ne voit le combat intérieur. Accablée par le deuil, les années de solitude et le poids de son histoire familiale, Charity sombre progressivement dans la dépendance aux drogues. Pendant près de 4 ans, elle lutte contre cette addiction, jusqu'au jour où elle décide de reprendre le contrôle de sa vie. C'est un nouveau départ. Après sa guérison, elle obtient un diplôme universitaire en psychologie du développement familial. Peu après, elle découvre qu'elle est enceinte d'un petit garçon. La naissance de Paris marque pour elle le début d'une nouvelle existence. Quelques années plus tard, Ella vient compléter cette famille qu'elle espère enfin reconstruire. Elle croit avoir brisé le cycle. Pourtant, malgré cette nouvelle vie, Charity ne parvient jamais totalement à guérir du meurtre de son père. Sa relation avec sa mère, Kyla, reste complexe et douloureuse. Les traumatismes du passé continuent de l'accompagner, même lorsqu'elle tente d'avancer. Puis l'histoire semble se répéter. Dans la nuit du 4 février 2007, quelques heures après avoir perdu sa fille, Charity est conduite au commissariat. L'atmosphère est lourde. Personne ne lui explique réellement ce qui l'attend. Chaque pas paraît interminable. Lorsqu'elle entre dans une salle d'interrogatoire, elle aperçoit enfin Paris. C'est la première fois qu'elle le voit depuis le drame. En tant que mère, son premier réflexe est de le serrer dans ses bras, soulagée qu'il soit vivant après cette nuit d'horreur. Mais quelque chose ne va pas. Au bout de quelques instants, Charity réalise que son fils reste totalement immobile. Il ne lui rend pas son étreinte. Son visage demeure froid, presque dépourvu d'émotion. À cet instant, tout devient étrange. Pour Charity, cette absence totale de réaction est profondément troublante. Alors qu'elle est anéantie par la mort d'Ella, Paris semble détaché de ce qui vient de se produire. Ce comportement renforce rapidement les interrogations des enquêteurs, qui commencent à examiner les événements de cette soirée avec une attention particulière. Ils ignorent encore l'ampleur de l'horreur. Les investigations révèlent qu'environ 2 heures avant l'appel au 911, Paris avait demandé à la babysitter de quitter la maison plus tôt que prévu. Il lui avait assuré que leur mère rentrerait rapidement et qu'à 13 ans, il était parfaitement capable de veiller seul sur sa petite sœur. Ces affirmations étaient entièrement fausses. Quelques minutes après le départ de la babysitter, Paris et Ella se retrouvent seuls dans la maison. Les enquêteurs pensent pas que c'est à partir de ce moment que les événements prennent une tournure dramatique. Le compte à rebours a commencé. Au téléphone, Paris donne l'impression d'être paniqué. Sa voix laisse croire qu'il tente désespérément de sauver sa petite sœur. L'opératrice poursuit ses instructions avec l'espoir que chaque geste puisse encore faire la différence. Mais tout cela n'est qu'une illusion. À plusieurs reprises, elle insiste pour qu'il commence immédiatement le massage cardiaque. Convaincue que la fillette est peut-être encore en vie, elle refuse d'abandonner. Elle ignore qu'il est déjà trop tard. Lorsque les premiers policiers et les secours pénètrent dans la maison, ils découvrent rapidement une scène qui contredit complètement ce qu'ils viennent d'entendre au téléphone. Ella est allongée face contre terre. Rien n'indique qu'une tentative de réanimation ait été effectuée. La vérité commence à émerger. Pendant toute la durée de l'appel, Paris n'avait fait que simuler les gestes demandés. Il n'avait jamais réellement essayé de sauver sa sœur. Les enquêteurs comprennent alors que le comportement du jeune garçon mérite une attention toute particulière. Très vite, Charity demande à revoir son fils. Elle espère encore trouver une explication à son attitude. Mais lorsqu'elle lui fait part de ses doutes et lui laisse entendre qu'elle pense désormais qu'il a volontairement tué Ella, l'adolescent change complètement d'attitude. Son masque tombe. Selon Charity, le garçon abandonne soudain toute apparence de tristesse. Il affiche une froideur glaçante et se moque ouvertement de ceux qui l'entourent, comme s'il considérait que personne ne pouvait comprendre ce qui s'était réellement passé. Cette réaction bouleverse profondément sa mère. Pendant des années, elle avait vu en Paris un enfant brillant, calme et protecteur envers sa sœur. Désormais, elle commence à repenser à certains épisodes de son enfance, se demandant si des signes inquiétants étaient déjà présents sans qu'elle les ait remarqués. Le doute s'installe. En y réfléchissant, Charity se souvient que, comme beaucoup de frères et sœurs, Paris et Ella pouvaient parfois se disputer ou se chamailler. Mais ces conflits lui avaient toujours semblé normaux et passagers. Jamais elle n'aurait imaginé que son fils puisse représenter un véritable danger pour sa petite sœur. Rien ne semblait annoncer une telle violence. Le 10 février 2007, quelques jours seulement après le drame,
les proches d'Ella se réunissent dans une église d'Abilène pour lui rendre un dernier hommage. Famille, amis et habitants de la ville viennent dire adieu à une enfant décrite par tous comme joyeuse, spontanée et pleine de vie. Le silence est pesant. Au cours de la cérémonie, plusieurs personnes évoquent son énergie, son caractère affirmé et sa capacité à illuminer chaque pièce où elle entrait. Pour beaucoup, la disparition d'Ella est tout simplement incompréhensible. Toute une communauté est sous le choc. Pendant que les habitants pleurent la petite fille, Charity doit affronter une autre réalité tout aussi insupportable. Non seulement elle vient de perdre sa fille, mais son fils est désormais incarcéré, accusé d'être l'auteur de ce meurtre. En quelques jours, elle a perdu ses 2 enfants. Après les funérailles, la douleur de Charity ne fait que s'intensifier. La disparition d'Ella bouleverse toute la ville d'Abilène, mais très vite, le regard du public se tourne vers une autre question. Comment un garçon de 13 ans a-t-il pu en arriver là? Les réponses semblent introuvables. Dans la communauté, les spéculations se multiplient. Certains cherchent une explication dans les livres que Parry lisait. D'autres pointent les jeux vidéo auxquels il jouait ou s'interrogent sur son intelligence exceptionnelle. Peu à peu, une partie de l'opinion publique reporte la responsabilité sur Charity, estimant qu'elle aurait dû voir les signes avant-coureurs. Elle devient la cible des critiques. Au quotidien, les remarques sont constantes. Dans les commerces, dans la rue, ou simplement au détour d'une conversation, Charity est confrontée au regard accusateur de ceux qui associent désormais son nom au drame. Beaucoup oublient qu'elle est avant tout une mère qui vient de perdre sa fille. Sa souffrance passe au second plan. Pour Charity, la réalité est encore plus douloureuse. Son premier enfant a ôté la vie au second. En quelques heures, elle a perdu Ella, et le garçon qu'elle avait élevé n'existe plus à ses yeux comme avant. Pourtant, malgré cette trahison inimaginable, Parry reste son fils. Ce lien ne disparaît pas. Déterminée à comprendre ce qui s'est produit, Charity demande qu'une évaluation psychiatrique approfondie soit réalisée. Les spécialistes utilisent de plusieurs outils d'analyse du comportement des mineurs. Les résultats dressent un portrait extrêmement inquiétant. Selon les experts qui l'examinent, Parry présente les caractéristiques d'une personnalité sociopathique. Cette conclusion change tout. À l'approche du procès, Charity comprend qu'elle devra assumer 2 rôles impossibles à concilier. Face au procureur, elle représente la mère d'Ella, une fillette victime d'un meurtre d'une violence inouïe. Face aux avocats de la défense, elle demeure aussi la mère de Parry, un adolescent dont l'avenir dépend désormais de la justice. Un équilibre impossible. Elle confiera plus tard avoir eu le sentiment que son esprit ne pouvait supporter ces 2 réalités en même temps. Penser simultanément à Ella et à Parry revenait, selon elle, à revivre sans cesse le drame qui avait détruit sa famille. Chaque journée devient une épreuve. Lorsque le procès s'ouvre, près d'1 mois après les faits, Charity refuse de choisir un camp. Dans la salle d'audience, elle s'installe symboliquement entre les 2 parties. Ce choix reflète son déchirement intérieur. Quoi qu'il arrive, les 2 enfants concernés sont les siens. La justice suit son cours. Au fond d'elle-même, Charity sait qu'aucune décision ne pourra ramener Ella. Elle comprend également que protéger Parry de ses actes ne ferait qu'ajouter une nouvelle injustice à celle déjà subie par sa fille. Elle prend alors une décision fondamentale. Elle choisit de continuer à aimer son fils, mais autrement. Non pas en cherchant à lui éviter sa responsabilité, mais en souhaitant qu'il réponde pleinement de ses actes tout en recevant les soins psychiatriques dont il semble avoir besoin. Pour elle, c'est la seule voie possible. Le procès approche désormais de son verdict et la famille Bennett s'apprête à entendre une décision qui changera définitivement le cours de leur existence. Au fil des audiences, Charity parvient à une conclusion aussi douloureuse qu'inévitable. Son fils devra répondre de ses actes, non par vengeance, mais parce qu'aucune reconstruction n'est possible sans vérité ni responsabilité. C'est un choix déchirant. Elle explique alors qu'après la mort d'Ella, son objectif n'a jamais été d'obtenir l'acquittement de Parry. Ce qu'elle souhaitait avant tout, c'était qu'il reçoive l'aide psychiatrique dont il avait désespérément besoin, tout en assumant pleinement les conséquences de son crime. La justice poursuit son œuvre. Le 15 août 2007, après plusieurs mois de procédure, Parry Bennett plaide coupable du meurtre de sa petite sœur devant le tribunal pour mineurs. En raison de son âge, il reçoit la peine maximale prévue par la loi, 40 années d'emprisonnement. Le verdict met fin au procès. Pour Charity, une nouvelle épreuve commence. Son fils passera la plus grande partie de sa vie derrière les barreaux. Malgré tout, elle prend un engagement qu'elle ne reniera jamais, continuer à être sa mère, quelles que soient pas les circonstances. L'amour d'une mère ne disparaît pas. Mais cet amour a désormais changé de nature. Il ne consiste plus à protéger Parry des conséquences de ses actes. Il consiste à l'accompagner sans jamais nier la gravité de ce qu'il a fait. Une différence essentielle. Après une vie marquée par le meurtre de son père, la perte de sa fille et l'incarcération de son fils,
Charity refuse de laisser la violence définir le reste de son existence. Elle décide de transformer sa souffrance en une force capable d'aider les autres. Le cycle doit s'arrêter. Avec le temps, elle affirme avoir pardonné à Paris. Ce pardon n'efface ni la douleur ni les souvenirs. Il représente simplement une décision personnelle, indispensable pour retrouver un peu de paix intérieure et empêcher que la haine ne continue à détruire ce qu'il lui reste. Le chemin reste difficile. Déterminée à donner un sens à cette tragédie, Charity crée la fondation Ella, une organisation consacrée à la prévention de la violence et à l'accompagnement des familles confrontées au traumatisme. À travers son histoire, elle souhaite sensibiliser le public aux troubles psychiques chez les enfants et rappeler l'importance d'une prise en charge précoce. Chaque témoignage peut sauver une vie. Aujourd'hui, Charity consacre son énergie à soutenir d'autres parents confrontés à des situations similaires. Son objectif est d'éviter que d'autres familles ne connaissent le même destin que la sienne. L'héritage d'Ella continue ainsi de vivre. À travers les actions menées en son nom, la mémoire de cette petite fille devient un symbole d'espoir. Charity est convaincue qu'elle ne pourra jamais changer le passé, ni ramener sa fille. En revanche, si son histoire permet d'aider un seul enfant ou une seule famille avant qu'il ne soit trop tard, alors le combat qu'elle mène depuis toutes ces années n'aura pas été vain. Si cette enquête vous a marqué et que vous appréciez notre travail, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Vous ne manquerez aucune de nos prochaines affaires, alors que nous continuerons à explorer, avec rigueur et respect, les crimes les plus troublants jamais élucidés.